Oui, bonjour. Bonjour Émilie. Bonjour tout le monde. Bonjour Suleiman. Là, on va le mener un petit peu plus sous forme d'entrevue. Avec Suleiman et Émilie, c'était plus dans cette dynamique-là qu'on souhaitait aller dans cette rencontre. Donc, je vais vous demander déjà chacun votre tour de vous présenter votre fonction puis votre contexte aussi d'intervention actuelle. Émilie, est-ce que tu veux commencer? Oui, bien sûr. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Émilie Bouchard. Je travaille depuis 3 ans maintenant à la coordination du Rossini, qui est le réseau national des organismes spécialisés dans l'intégration en emploi des nouveaux immigrants. Donc, c'est très long, donc c'est pour ça qu'on utilise l'acronyme le Rossini. Le Rossini est responsable au sein de la TCRI des dossiers liés à l'employabilité. Donc, c'est un réseau qui regroupe des organismes en employabilité qui partagent vraiment une approche spécifique à visée systémique. Donc, on appelle ça l'approche Rossini. L'approche Rossini est issue de réflexion, de recherche et d'action en employabilité et ça fait depuis plus d'une vingtaine d'années là, que ces actions-là ont été étudiées par les membres, puis ça permet vraiment d'identifier l'originalité des interventions des conseillers en emploi, puis aussi de les formaliser. Donc, l'approche Rossini est née de ça. Et donc, le Rossini a comme mandat de favoriser l'intégration à l'emploi des nouveaux immigrants. Et puis, on fait des interventions tant au niveau des pouvoirs publics que des organisations du secteur de l'intégration au marché du travail que du milieu associatif en général. Donc, le Rossini aussi, on forme nos membres, les conseillers en emploi principalement. Donc, ça fait maintenant 3 ans et demi que je coordonne le Rossini et auparavant, j'étais moi-même conseillère en emploi, donc j'ai apporté tout mon bagage d'intervention dans ma pratique de coordination et j'ai aussi fait la maîtrise en médiation interculturelle comme mes autres collègues. Merci, Émilie. Donc, à nouveau, une dimension micro, méso, de l'intervention au niveau micro, puis après méso, les différents acteurs. Souleymane. Oui, donc moi je suis Souleymane Guissé, donc médiateur interculturel de formation naturellement. Donc je suis chargé de projet à la formation au comité sectoriel économie sociale action communautaire. Donc le comité sectoriel économie sociale action communautaire, c'est ce mot ESA comme on l'appelle communément. Donc et a le mandat en fait de développer donc les compétences, la main d'œuvre donc dans le secteur de l'économie sociale et de l'action communautaire via des formations. Et puis, donc, moi, je suis responsable des dossiers EDI, comme on le dit maintenant, donc équité, diversité, inclusion. Et puis, comme Émilie aussi, j'ai été conseiller en emploi, médiateur interculturel à Montréal-Nord pendant des années. Et parallèlement à ça, donc, dans mon implication citoyenne, donc, je suis aussi président du conseil interculturel de la ville de Montréal, où il y a beaucoup d'enjeux aussi, tant en termes d'inclusion, mais aussi de médiation interculturelle. Peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir. Voilà. Merci, Souleymane. Alors, la première question, où et comment les médiations interculturelles s'intègrent dans votre pratique? Comment vous les utilisez? Donc, Émilie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment, dans ton rôle, cela s'intègre? Oui, bien comme je vous disais, c'est beaucoup par la formation. Donc, le Rossini forme ses membres. Moi, en tant que coordonnatrice, je participe à la formation. Je donne des formations pour les conseillers en emploi. Donc, il y a une formation de base là, pour chaque nouveau conseiller en emploi du réseau, qui est la formation l'approche Rossini, qui est composée de 7 indicateurs. Donc, c'est une formation qui se base sur l'approche interculturelle. Et puis, comme vous savez, une des 3 étapes peut-être de l'approche interculturelle est la médiation. Donc, on va voir la partie médiation dans l'indicateur approche interculturelle. Donc, on voit avec les conseillers en emploi comment se l'approprier, à quel moment faire de la médiation, faire la négociation. On voit aussi les autres démarches comme la décentration, la découverte du cadre de référence de l'autre. On est beaucoup aussi dans cette formation-là dans une approche réflexive. Donc, on va voir quelles sont nos pratiques en tant que conseiller en emploi, comment justement nos cadres de référence, nos biais, nos stéréotypes peuvent interférer dans notre intervention. Donc, c'est sûr que c'est une formation sur plusieurs heures là, pour s'approprier autant de contenu. Et puis, donc,
moi, je suis plus une porteuse de médiation, donc je partage la bonne nouvelle, je donne les bases là, aux conseillers en emploi, puis après, ben, c'est ça, les conseillers en emploi eux-mêmes qui peuvent pratiquer les médiations interculturelles lorsqu'ils sont en relation avec leurs participants à la recherche d'un emploi et puis des fois les employeurs, le cas échéant. Donc, de faire des fois le lien entre le participant et l'employeur, soit avant l'intégration en emploi ou pendant, s'il y a lien d'emploi. Donc, c'est sûr que nous, en tant que réseau Rossini, on prône la médiation interculturelle dans la résolution de conflits, s'il y a un conflit, bien évidemment, mais aussi, on est aussi en amont avec la sensibilisation et donc l'approche réflexive. Donc, on fournit vraiment aux conseillers les outils qu'ils ont besoin pour intervenir, puis on les incite aussi à aller plus loin, à approfondir leurs connaissances dans l'approche interculturelle, dans la médiation interculturelle, qui peuvent vraiment les aider dans ce rôle-là. Et puis, plusieurs de nos membres ont développé des liens avec les employeurs au fil des années. Donc, c'est sûr que pour pratiquer la médiation ou être un relayeur d'informations entre le participant et l'employeur, ben, ils ont développé des liens de confiance avec leur réseau d'entreprises. Donc, ça peut vraiment favoriser le placement en emploi pour les personnes immigrantes, mais aussi le maintien. Donc, on voit comment la médiation interculturelle est très, très large dans le champ de l'employabilité. Elle se situe à plusieurs niveaux. Donc, comme tu dis, Anne-Claude, moi, je suis plus au niveau macro, à former, à accompagner les conseillers qui, eux, après, sont sur le terrain et qui interviennent directement. Donc, tu es comme une vectrice, puis eux-mêmes deviennent des vecteurs après dans leur milieu. Hein. C'est un peu ça aussi. Hein. C'est comme un petit peu aussi ce que disait Julie. Il y a comme un transfert de connaissances qui peut se faire aussi à ce niveau-là. Exactement. Souleymane. Oui, ben donc moi, mon approche, en fait, comment les médiations interculturelles s'intègrent, je pense que ben, moi, j'ai été engagé au CSMO comme un expert, en fait, de la diversité, je le dis avec modestie, mais c'était la charge que j'avais, c'est-à-dire on produisait une boîte à outils, on travaillait sur une boîte à outils en gestion des ressources humaines, donc donc dans le milieu de l'économie sociale, donc vous le voyez, donc il fallait vraiment que je m'occupe, en fait, de l'axe tout ce qui est gestion de la diversité et l'attente était énorme. En fait, c'était vraiment il partait de zéro, de loin. En tout cas, il y avait quelque chose qui était fait, mais il fallait gérer cet axe-là et surtout au gré, je pense qu'on en reparlera, au gré de ce qui se passe en ce moment avec, on parle d'équité, diversité, inclusion. Et donc, moi, le défi que j'avais, j'anticipe pas, c'était comment, en tant que médiateur interculturel, je vais intégrer tout ça et puis donc dans un contexte actuel. Donc, le résultat, c'est la boîte à outils avec un axe fort, équité, diversité, inclusion, mais dans une approche de médiation interculturelle. Donc, il y a ce rôle d'expert-là, mais aussi, j'ai un autre chapeau, comme je le disais, donc au niveau du Conseil interculturel de Montréal, donc la grande ville de Montréal, en fait, qui doit être un leader inclusif aussi. C'est au niveau, justement, de mon approche, parce que je suis avec d'autres experts, d'autres personnes, des sociologues, des gens qui viennent de la science politique. Maintenant, comment, en tant que médiateur interculturel, je me positionne là-dessus? Et là, je pense que, ben, pour revenir à ce que disait Jamal, c'est que ben, c'est justement l'approche avec les méthodologies d'action qu'on a apprises durant la maîtrise. Donc, bref, un rôle d'expert, en fait, mais qu'il faut prendre donc avec modestie, mais aussi un rôle de co-construction à travers donc, le Conseil interculturel de Montréal, avec quand même des défis énormes. Donc, c'est comme ça vraiment que les médiations interculturelles s'intègrent dans ma pratique. Peut-être je peux juste revenir en arrière. Donc, j'ai commencé ma carrière un peu comme conseiller en emploi. Et là, c'était très intéressant. C'était plus en mon profil. Parce que le conseiller en emploi, ce n'est pas un métier qu'on a inventé, qui est là depuis longtemps. Mais avec donc les nouveaux arrivants, donc on avait besoin d'un conseiller en emploi avec un profil donc interculturel. Et donc, moi, j'arrivais dans une équipe de conseillers en emploi, non seulement au-delà de l'intervention avec les nouveaux arrivants, mais c'est d'outiller mes collègues, justement, et puis d'amener, en fait, donc de développer leurs compétences interculturelles. Donc, j'étais dans un rôle
rôle de pivot dans cette équipe-là de conseillers en emploi, mais aussi un rôle en fait d'agent ou de constructeur de ponts, pour citer encore Jamal, avec les entreprises et les employeurs. Donc, il y avait ce rôle qui était très dynamique, très transversal comme conseiller en emploi et qui maintenant évolue aussi en rôle donc en tant que chargé de projet à la formation au CSMO. Aussi, c'est de développer des outils. Donc là, je viens de développer un webinaire sur l'équité et la diversité et l'inclusion dans le milieu de l'économie sociale. Peut-être qu'on y reviendra en termes d'enjeux et de défis. Et puis donc là, c'était vraiment d'outiller les gestionnaires en fait sur ces questions-là. Mais encore une fois, le défi, je pense, pour les médiateurs interculturels en ce moment, c'est comment se positionner en tant que médiateur interculturel avec les enjeux actuels en équité, diversité, inclusion. Finalement, comment la médiation interculturelle, comment les médiateurs et médiatrices interculturelles que nous sommes devons se positionner. Je pense qu'on aura des réponses bientôt. Voilà. Donc, il y a une évolution. Là, par rapport à ça, le fait qu'il y ait aussi ce mouvement équité, diversité, inclusion qui prend forme dans les institutions, pas juste dans les entreprises, mais aussi dans les institutions. En tant que médiateur, quel est le rôle qu'on a à jouer dans ce mouvement-là? Comment tu... Ben, je peux y aller peut-être, Émilie. Ben, en fait, justement, moi, j'ai opéré une réflexion justement avec donc, la consultation publique sur le racisme systémique qui a eu lieu donc, à la ville de Montréal. Et puis là, je me suis dit, mais en tant que médiateur interculturel, ben, comment je dois me positionner comme ça? Et puis, on voit qu'il y a eu pas mal de postes qui ont été créés, équité, diversité, inclusion. Et puis, donc, la question, c'est quoi l'équité, diversité, inclusion? Et puis finalement, moi, ce que j'ai compris, c'est que, en fait, on est à la croisée des chemins, de deux approches. L'approche interculturelle où peut-être tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais on est plus dans l'intercompréhension, dans poser des ponts, amener les gens à se comprendre. Et l'approche équité, diversité, inclusion, et je pense que la consultation publique sur le racisme systémique l'a montré, où on est vraiment dans les dynamiques de pouvoir, où justement c'est des jeunes de deuxième génération, troisième génération qui disent, ben, écoutez, nous on est là, on existe, on a envie donc on a envie d'être écouté, il y a des enjeux de pouvoir, et le médiateur interculturel doit jouer un rôle de régulateur entre ces deux approches-là. Et puis moi, c'est ça que j'essaie de jouer. Et surtout, ce qui est important, et là, je pense que le rapport de l'OCPM l'a dit, c'est que l'accent a été mis beaucoup sur l'intégration au détriment de la lutte contre le racisme. Et là, le médiateur interculturel doit se remettre en question. Pour moi, c'est ça. On doit être dynamique. Mais moi, quel rôle, comment j'ai agi dans cette première approche-là, et comment j'ai agi avant et comment je vais agir dans cette nouvelle dynamique-là. Et je pense que c'est ça. Donc, et puis finalement, en termes de profil aussi, dans les années à venir, on va avoir des conseillers en équité, diversité, inclusion. Comment les médiateurs interculturels vont travailler avec ces gens-là. Et puis, moi, je reviens toujours à ce rôle de régulateur-là. On est des régulateurs dans les approches. Ça peut être très subtil, mais comment l'approche interculturelle, l'approche équité-diversité va jouer, va naviguer avec donc les dynamiques de pouvoir, parce que l'enjeu des dynamiques de pouvoir est très important. Et c'est ça que nous a montré donc la consultation publique sur le racisme systémique. Et là, pour les gens qui sont à Montréal, je pense que Montréal doit jouer, là c'est le président du Conseil interculturel qui parle, donc là, Montréal doit jouer un rôle de leader inclusif, et les médiateurs interculturels, en tout cas que nous sommes, doivent en fait incarner ce rôle-là. Voilà. Wow, très intéressant d'amener cette nouvelle perspective, hein, puis l'évolution du contexte aussi, hein, toute cette évolution de contexte auquel le médiateur interculturel doit s'adapter et jouer ce rôle de régulateur, ce qui demande toujours cette agilité aussi, hein, cette remise en question permanente. Hein. C'est ce qu'on disait là, ce rôle d'équilibriste et puis d'avoir à se remettre en question. Émilie, toi, dans ton milieu, est-ce que tu as vu des évolutions aussi de la pratique? Bien, c'est sûr qu'on est aussi au fait des courants, là, des fois théoriques, qui peuvent teinter le milieu des médiations interculturelles. Par exemple, l'approche intersectionnelle, nous, on s'y penche beaucoup à la TCRI, comment favoriser une approche intersectionnelle qui est complémentaire à l'approche interculturelle. Donc, justement, comme disait Souleymane, voir les dynamiques de pouvoir, voir les systèmes
de pression qui s'entrecroisent et comme médiateur interculturel, comme conseiller en emploi, d'avoir ça en tête aussi quand on fait nos interventions pour agir, oui, avec la personne immigrante, mais aussi on agit sur le système, justement parce que c'est quand on est conseiller en emploi, on est face à face à quelqu'un, mais aussi il y a le système qui entre en ligne. Donc, c'est sûr qu'il faut prendre en compte tous ces courants-là qui nous entourent et être au fait et de savoir qu'est-ce qu'on intègre dans notre pratique. C'est comme des outils supplémentaires qu'on va mettre dans notre boîte à outils pour venir enrichir notre intervention, puis être encore plus à l'affût, puis à la pointe pour mieux offrir qu'est-ce qu'il y a de mieux pour la personne immigrante puis la société d'accueil. Okay. Puis dans le milieu, est-ce qu'il y a des courants que tu pourrais nous citer qui sont en mouvement justement, plus dans le milieu communautaire, puis... Bien, c'est ça, nous, en tout cas, à la TCRI, on se penche beaucoup sur l'approche intersectionnelle, l'approche antiraciste, comment nous aussi, en tant qu'organisation, on peut se positionner après pour avoir une position claire pour la donner à nos membres, pour la faire rayonner. Donc, c'est sûr que c'est nous, on est dans ces réflexions-là en ce moment. Merci, Émilie. Donc, on voit d'autres mouvements qui viennent imprégner notre contexte, notre milieu et auquel on ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas fonctionner sur le pilote automatique. Hein. C'est vraiment ça en tant que médiateur interculturel. Quel défi, justement, Souleymane, je vais repasser la parole à Souleymane, quel défi tu as rencontré pour intégrer, en fait, cette approche, les approches des milieux, de la médiation interculturelle dans les milieux? Très intéressant. En fait, dans ma courte carrière, en tout cas depuis que j'ai été diplômé, je dirais que je distingue deux milieux. Hein. On est dans un monde qui se polarise de plus en plus. Donc, j'ai été pendant longtemps dans des milieux convaincus. Et dans les milieux convaincus, c'est très facile. On est reconnu. On apparaît comme quand j'étais conseiller en emploi. Donc, voilà. Et puis, j'étais dans un... Jamal parlait d'espace de médiation. Donc, j'étais dans un espace très confortable. Et là, je me suis dit, ben, j'ai envie d'aller plus loin. C'est là où je suis allé au conseil interculturel. J'ai dit merci à Habib qui m'a fait découvrir le conseil interculturel. Donc, je vais au conseil interculturel, qui était un milieu aussi, un espace confortable, mais aussi pas que, hein, parce qu'on a une grande machine, une grosse machine qui est la ville de Montréal. C'est pas trop facile. C'est là où on a fait donc la vie sur la politique interculturelle. Mais surtout, donc j'étais dans des milieux très, très, très convaincus. Et là, je dis, ben moi, je veux aller dans des milieux où ce n'est pas convaincu. Et là, le défi est énorme. C'est-à-dire juste poser la question. On parle de racisme systémique, juste amener la question de diversité. Donc, c'est des milieux. Et puis, je pense que c'est le défi qui nous est posé, nous, médiateurs interculturels. C'est polarisé. Il y a des milieux qui sont très convaincus et puis on dit, ah, on a besoin de ça. Il y a des milieux très fermés qui ne veulent même pas entendre parler de ça. Et moi, j'ai poussé la porte donc des milieux qui ne sont pas convaincus. Je suis entré par effraction. Et là, le défi, justement, c'est de poser ces questions-là juste. C'est de poser des questions et d'amener juste les gens à écouter, à dire que ben, il y a une diversité, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et croyez-moi, ce n'est pas évident dans certains milieux. Et comme je dis, le piège pour nous, médiateurs interculturels, c'est de croire que ben, la diversité est acceptée partout et que ben, finalement, ben, que ça peut passer. Non, il y a des milieux qui sont très fermés et où il faut pousser les portes ou poser juste la question de la diversité ou l'amener ou essayer même de la former. Et surtout dans le contexte justement de polarisation où on parle et qu'on le veuille ou non, le contexte politique joue. Quand on a un gouvernement qui nous dit que le racisme systémique n'existe pas, c'est clair que ça conforte certains milieux formés et fermés. Et là, ben, c'est difficile d'amener cette question-là. Et moi, le défi que j'ai en ce moment, c'est vraiment amener cette question-là et puis la poser, et puis apporter, donc, à amener les gestionnaires à s'ouvrir. Ça y va, moi je dis que j'ai foi à ça. Finalement, à un moment donné, comme on dit souvent, c'est une question de responsabilité. On parle d'entreprise, de responsabilité sociale de l'entreprise, et que finalement, je pense que la diversité est une réalité dans notre système, dans notre société, et qu'à un moment donné, les milieux fermés même n'ont pas d'autre choix. On parle de pénurie de main-d'œuvre, mais je n'aimerais pas qu'ils s'ouvrent par, parce qu'ils en ont besoin, mais justement parce que c'est une question éthique. Mais c'est vraiment un des défis, en fait, je trouve, pousser les portes des milieux fermés. Mais on y arrive, on y arrive en tout cas. Voilà. Par rapport à... Donc, dans les limites, là, ce que j'entends, il y a un côté solitaire du médiateur, hein, que vient de parler Souleymane aussi. Hein, il y a ce côté solitaire
Soit on est dans une équipe qui est convaincue, pardon, excusez-moi, soit on est dans une équipe qui est convaincue, puis là on se sent moins seul, mais des fois on va se sentir un petit peu seul dans l'équipe de non convaincus, ou qui a moins cette vision et cette approche. Donc là, on va se trouver un petit peu seul aussi à chercher la clé partout pour arriver à rentrer. Donc voilà, d'unir nos forces par rapport à ça. Et Mimi, toi, quelle limite ou quel défi tu as rencontré dans ton milieu, ou tu rencontres encore dans ton milieu pour apporter l'approche des médiations interculturelles? Oui, bien, on en a parlé beaucoup, mais il y a le défi de temps, parce que c'est sûr que pour former des conseillers en emploi, bien, ça prend du temps. C'est pas une formation qui fait en sorte qu'on devient médiateur interculturel. Donc, et c'est sûr que la formation Approche Rossini ouvre la porte à se former plus. Donc, on est vraiment plus dans une amorce, là. Et puis, aussi pour les conseillers en emploi, quand ils sont sur le terrain, ils vivent beaucoup d'établir un lien de confiance avec les employeurs. Par exemple, si, ils doivent intervenir en entreprise pour soit faire de la sensibilisation ou même aborder la situation conflictuelle, parce qu'on ne peut pas arriver comme ça sur un cheveu sur la soupe chez l'employeur, là, parce qu'il faut vraiment avoir le lien de confiance. Donc, comment établir ce lien de confiance-là aussi, ça peut être un défi. Et puis, il faut que les employeurs de leur côté prennent le temps pour accueillir les interventions du conseiller en emploi, prennent le temps pour la médiation interculturelle s'il y a une médiation à faire. Et puis, la médiation, souvent, si un employeur fait appel à un conseiller en emploi, il va voir que le conseiller en emploi peut dire à la personne immigrante quoi faire ou comment faire dans le milieu d'emploi, mais c'est vraiment aussi de faire attention qu'en tant que conseiller en emploi, en tant que professionnel, on n'est pas là pour dire à la personne immigrante quoi faire. On est vraiment dans la situation, une tierce partie neutre. On est là pour aider le rapprochement entre la personne immigrante. Et souvent, il y a eu ce genre d'appel-là. Là. Peux-tu lui expliquer là, comment ça marche ici, puis peux-tu faire ça pour ça? Donc, c'est sûr que c'est aussi un défi de garder le lien de confiance avec l'employeur pour pouvoir l'aider, mais de dire, ben ça ne sera pas ça mon rôle en tant que conseiller en emploi comme tierce partie. Puis, donc aussi, comme conseiller, on est entre les deux, donc il ne faut pas perdre ni le lien de confiance avec la personne immigrante, puis ni le lien de confiance avec l'employeur. Donc, il faut vraiment savoir bien jouer ses cartes et puis vraiment jouer sur plusieurs fronts en même temps. Donc, c'est vraiment un défi comme conseiller en emploi de savoir s'adapter. Donc, il y a un défi de posture, hein, Exactement. d'avoir à porter deux chapeaux, et c'est très difficile d'être à la fois neutre, tierce partie, mais en même temps acteur dans le processus. Exactement. Et on peut se poser comme question, est-ce qu'en tant que conseiller en emploi, je pourrais être la meilleure personne pour mener à terme, si par exemple, il y a une médiation à faire, est-ce que je ne devrais pas passer la main à quelqu'un d'autre? Donc, c'est aussi notre posture, il faut y réfléchir et prendre position si on doit intervenir ou non. Ah, effectivement, c'est un réflexe aussi qu'en tant que médiateur, on doit avoir, hein, de dire est-ce que je suis la meilleure personne pour faire cette médiation-là? Est-ce que j'ai vraiment une neutralité ou pas? Ouais. Merci, Émilie. Alors, pour continuer, si vous aviez des recommandations à donner à un ou une gestionnaire qui souhaite intégrer l'approche des médiations interculturelles dans son équipe, qu'est-ce que ce serait comme conseil? Quels seraient vos conseils? Émilie, est-ce que... ou Suleiman, comme vous voulez. En fait, moi, le conseil que je donnerais, encore une fois, c'est qu'il faut prendre vraiment la diversité ethnoculturelle ou la diversité au sens plus large comme un élément central et en fait, et avoir une approche globale, intégrée et structurée, en fait. Parce que tant qu'on n'a pas cette approche-là, et c'est ce qui se passe finalement avec la ville de Montréal, où finalement il y a pas mal de choses qui se font en matière de diversité, mais ça manque de colonne vertébrale et de structuré, et quelque chose de structuré. Donc, c'est ça qui fait que qu'il y ait des manifestations comme la consultation publique. Et je pense que Habib El Hadj, dans le rapport de l'OCPM, il disait même si on avait écouté les recommandations du Conseil interculturel, on n'en serait pas là. C'est la même chose qui se passe dans les entreprises, en fait, dans le milieu de l'employabilité. Et souvent, on voit les conseillers en EDI, équité, diversité, inclusion, ou même les médiateurs interculturels un peu isolés, en fait. Donc, c'est vraiment pour les gestionnaires, je dirais que déjà on parlait de dimension préventive, être très proactif et préventif et avoir une vision structurée, intégrée et globale, en fait, de la diversité, de telle sorte que tout est pris, en fait, au sens, tout est pris dans la moindre mesure, et c'est ça qui permet vraiment d'avoir des résultats concluants. Parce que sans cette approche-là, on va
avoir des micro-résultats, croire qu'on avance, mais après, il y a un contexte comme le contexte qu'on a connu récemment avec les Black Lives Matter ou autre chose, ou la consultation publique, et puis là, on se remet encore en question, on crée des postes, et ça, sur ce plan-là, je vais faire un petit édito. Moi, je pense que le milieu financier a fait beaucoup de mal à cette question-là. Pourquoi? Parce que c'est quand même un milieu qui est très en avance sur la question sur ces questions-là, équité, diversité, inclusion. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que les résultats ne sont pas là. Et puis, je pense que l'IRIPI aime bien Marie-Thérèse Chissa qui a écrit des articles là-dessus. En gros, c'est plus du marketing que d'une vision ou d'une éthique. Donc, ce qui veut dire qu'on va créer, on va développer, on va faire semblant de développer une expertise, mais finalement, ou bien des actes concrets, mais finalement, il n'y a rien qui est là-dedans. Et les gouvernements ne jouent pas le rôle, en fait, en laissant faire. Donc, l'enjeu, c'est vraiment développer une vision structurée globale, mais aussi sincère, parce que tant qu'on le fait pour plaire ou pour se donner une image, comme le fait le milieu de la finance avec Wall Street, parce que tout a commencé à Wall Street là, dans les années 60, ben là, ça n'avance pas et on sera toujours dans un éternel recommencement. Et puis, je pense que nous, les médiateurs interculturels, là, je rejoins Jamal, on n'entrera pas par effraction, mais on va prendre notre place. Et puis, ben, voilà, donc, on va imposer les choses et puis pour avoir des résultats. Voilà. Merci Suleiman. Donc c'est d'apporter cette vision systémique, cette vision d'analyse multidimensionnelle qu'on a dans la démarche aussi, qu'a renommé aussi Isabelle tout à l'heure. Donc cette approche d'analyse multidimensionnelle. Et il y a toujours le temps revient dans chacun de vos discours parce qu'il y a se dire il faut aller voir plus loin, la vision à long terme. Là, j'apporte cette vision à long terme de dire, attention, si on ne prend pas en compte dès le départ cette vision multidimensionnelle, dans le temps prochain, il peut y avoir justement des incidents critiques. Et là, ça sera peut-être trop tard, ou là, on sera dans la réaction et on ne sera plus dans la prévention. Merci, Suleiman. Émilie, si tu avais des recommandations à donner. Oui, ben ça va un peu dans le même sens. Donc, c'est d'y aller aussi en amont, de ne pas attendre qu'il y ait un conflit qui survienne, mais de préparer les milieux de travail, de former les employés, d'implanter, par exemple, une politique en matière de gestion de la diversité et de l'inclusion. Et comme j'ai vu dans le chat, justement, comme si on est gestionnaire d'une entreprise, d'être proactif. On est un leader, on montre l'exemple sur la mise en place de ces environnements-là. Il faut aussi créer des outils formels, mais aussi des espaces informels qui permettent le rapprochement interculturel. Donc ça, c'est très important parce que, comme disait Suleiman, ça peut être beau sur le papier, mais si au niveau du tissu social de l'entreprise, il n'y a rien qui se passe, c'est sûr que c'est une grande... un grand vide. Donc, et aussi, si par exemple, on a mis tout ça en amont, ça va bien, et il peut survenir des conflits interculturels dans notre entreprise, je suggérais vraiment de se faire accompagner par quelqu'un qui possède de la formation et de l'expérience pour pas que, justement, ça l'empire les choses, puis qu'il y ait vraiment quelque chose de concret qui soit fait, parce que, comme je dis, on ne s'invente pas un médiateur interculturel du jour au lendemain, là. Nous, on a fait, c'est ça, une maîtrise de 2 ans sur ce sujet-là, et puis on pourrait encore se former, on continue à se former. Et puis aussi de vraiment faire attention quand il y a un conflit qui survient ou un malentendu, de ne pas culturaliser directement les conflits qui pourraient survenir dans l'entreprise. Donc, de vraiment faire une analyse multidimensionnelle peut aider dans l'approche. Et donc, ça serait mes recommandations pour ça. Merci, Émilie. Alors, on a une question. Il y a Et puis, Cynthia. peut-être juste un petit truc, une petite précision. On parle un peu de l'impact des médiations interculturelles. Je pense que cette analyse multidimensionnelle avec nos projets intégrateurs de la maîtrise, le Conseil interculturel de Montréal l'a intégré progressivement parce qu'il y a pas mal de médiateurs interculturels qui sont passés par cette instance-là. Et je trouve que ça, c'est quelque chose, c'est un impact positif dont on peut être fier, en fait. Et puis, on va inspirer les autres villes, d'ailleurs, à ce sujet-là. Voilà. Merci, Suleiman.